Dans les sociétés occidentales, tant que l'organe est en silence, c'est qu'il y a de la santé. Dans la vision des peuples racines, c'est un peu plus complexe que ça. AVS avec Philippe Robichon. Alors AVS, vous le savez, ça veut dire à votre santé, ça veut dire également à votre Vichosani. On en parle ce matin, comment vivre en homéostasie. Je reçois Frédérica Verningen. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Vous êtes journaliste et conférencière. Vos centres d'intérêt sont l'environnement, la santé, la psychologie, le développement personnel et les peuples premiers. Vous publiez ce que les peuples racines ont à nous dire aux éditions Les Liens qui libèrent. Alors Vichosani, ça veut dire... Ça veut dire santé en Lakota. Eh oui, alors, Lakota pour tout le monde. Alors ce sont donc des Amérindiens qui vivent dans les grandes plaines d'Amérique du Nord. Et donc qui ont préservé ce qu'on appelle souvent la voie rouge. C'est une voie qu'on va dire spirituelle de lien en tout cas à la nature et à tout ce qui les entoure. Ce sont des Sioux. Ce sont des Sioux, voilà, absolument. Des Indiens on connaît plus le terme de Sioux. C'est effectivement, ce sont des Sioux. Il y a d'autres appellations parmi les Sioux, mais ce sont d'abord des Sioux. La santé, c'est la vie dans le silence des organes. C'est une phrase de René Lériche. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Et est-ce que c'est toujours notre vision de la santé aujourd'hui, on va dire, dans les sociétés occidentales ? Dans les sociétés occidentales, en gros, le médecin, ce qu'il cherche à voir quand on va le voir, c'est voir si les organes vont bien. Si rien ne se signale, c'est que tout va bien. Donc effectivement, tant que l'organe est en silence, c'est qu'il y a de la santé. Dans la vision des peuples racines, c'est un peu plus complexe que ça. C'est ce qu'on va expliquer ce matin. De quoi la santé d'une société est-elle le baromètre ? Eh bien, c'est un baromètre de l'équilibre. Dans la vision de tous les peuples racines, en fait, on retrouve cette idée que quand une société va bien, les gens vont bien. Et donc on peut vivre en harmonie. Et à l'inverse, quand une personne ne va pas bien, ça veut dire que la société elle-même ne va pas bien. Je parlais d'homéostasie tout à l'heure, donc justement on parlait de ce fameux équilibre. Ouais. Oui, alors l'homéostasie, c'est l'équilibre dans le corps, dans le corps vivant, dans tous les corps, l'équilibre des corps vivants, l'équilibre de toutes les fonctions du corps. Eh bien, j'ai pris cet exemple-là parce que dans la vision des peuples racines, c'est beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire que l'homéostasie, elle ne concerne pas uniquement le corps. L'homéostasie, c'est aussi la relation qu'on a avec le monde. Donc à partir de là, l'être humain n'est qu'un élément du monde avec lequel il doit travailler sa relation. Alors qui sont ces fameuses sociétés racines, ces peuples racines dont vous parlez ? On dit aussi peuples premiers. Oui, alors il y a quelque chose comme 5000 sociétés encore qui vivent comme ça un petit peu partout dans le monde, qui sont des gens en fait qui ont préservé, qui vivent encore beaucoup sur leur terrain ancestral, même si on essaye de les en chasser dans de nombreux endroits, et qui ont préservé des modes de vie qui sont vraiment en relation avec leur terre, donc avec leur terre, avec leurs savoirs ancestraux, c'est-à-dire que leur culture sont entièrement reliés à la terre sur laquelle ils vivent. Et ça fait combien en termes de population ? C'est 370 millions à peu près. 370 millions qui vivent encore, donc... Oui, alors après, il y a tous les modèles. Est-ce qu'on peut dire comme avant ? Ou alors voilà, hélas, sans avoir été impacté par la modernité, entre guillemets. Alors bon, on a chiffré ça, c'est une évaluation. Évidemment, on ne peut pas les dénombrer parce qu'il y en a un petit peu partout. Il y en a certains qui ne sont toujours pas contactés vraiment. Et en réalité, c'est comment dire ? Excusez-moi, j'ai un trou. Alors en réalité, alors on verra la réalité. En tout cas, ces peuples depuis des millénaires puisent dans leur environnement naturel tout ce dont ils ont besoin, y compris leurs médicaments pour manger. En gros, c'est ça. Et ça n'a pas changé. Les plantes, par exemple, toute cette pharmacopée. C'est-à-dire que comme ils sont la seule chose qui est dans l'environnement qui est disponible pour eux, c'est ce qui est là naturellement. Donc forcément, depuis toujours, ils se sont soignés avec ces plantes. Et ils n'ont pas coupé ça, donc ils n'ont pas coupé les savoirs qui les relient à ces plantes. Donc ça donne aussi des accès, des façons d'accéder à ces savoirs qui sont un peu particuliers. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, ils ont expérimenté, comme nous l'avons fait dans nos pharmacopées, mais il y a aussi pour eux une dimension spirituelle du lien avec les plantes, avec la nature, avec les animaux. Sans vouloir comparer, ce qui n'est pas comparable,
finalement, déjà quand on se penche sur ces peuples-là, quelle est leur espérance de vie ? Alors ça, c'est très difficile à déterminer parce qu'évidemment, il y a pas bien souvent, dans les sociétés qui vivent encore à l'ancienne, ça n'est qu'une partie d'entre elles, il n'y a pas d'enregistrement des dates de naissance, donc on ne sait pas combien de temps ils vont vivre. En revanche, est-ce qu'on peut dire que finalement, ils vivent plus longtemps que nous ? Alors, tout dépend, en fait. Il y a un certain type de pathologies qui vont effectivement réduire le temps de vie, notamment en début de vie chez les alors, tout ce qui est santé périnatale, donc pour les mères et pour les enfants, sont des endroits qui sont fragiles. Donc voilà. Si on enlève cette partie-là, si on enlève les maladies infectieuses, en réalité, s'ils ne sont pas confrontés à ces problèmes-là, bien souvent, il y a des personnes de ces sociétés-là qui vivent très vieilles, et même aussi vieilles que nous. C'est-à-dire toutes les personnes que j'ai pu rencontrer qui sont en lien direct avec ces peuples-là me témoignent des personnes d'anciens qui peuvent avoir sans doute 80, 90, 100 ans, et qui sont en pleine forme surtout, en fait. D'accord. Ouais. Mais est-ce qu'on sait s'ils vivent plus longtemps que nous ? C'est ça, parce qu'il y a toujours les exemples, on a toujours ces espèces d'îles au Japon, où il y a des gens qui sont plus que centenaires. Mais c'est très difficile à chiffrer. Ce sont que des témoignages effectivement, du fait qu'il existe dans ces sociétés-là des anciens. Et alors, pour en avoir croisé quelques-uns qui pouvaient avoir a priori autour de 80 ans, je vous assure qu'ils n'ont pas du tout le look que nous pouvons avoir à cet âge-là, enfin, sauf exception. Voilà. J'aimerais qu'on parle de la question de l'alimentation chez ces gens. Donc aujourd'hui déjà, est-ce qu'on peut dire que la façon qu'on a, nous, de s'alimenter avec une alimentation qui est toute prête à usage, qu'on n'a plus besoin d'aller chasser, est-ce qu'ils sont impactés par ça ou pas encore ? Alors oui, bien justement, les sociétés qui sont très en relation avec notre monde, à un moment, c'est vrai que comme c'est plus facile d'accéder à la nourriture, dans la mesure où ils rentrent en relation avec nous à travers un système monétisé, et à partir du moment où l'argent rentre dans ces sociétés-là, donc les échanges monétisés, effectivement, ils vont commencer à accéder à une nourriture qui est la nôtre. En général, c'est une catastrophe pour eux parce que physiologiquement, ils n'ont pas été du tout préparés. C'est-à-dire qu'ils ont vécu dans des environnements naturels pendant des millénaires, à effectivement se dépenser physiquement pour pouvoir manger. Le jour où ils ont accès à une nourriture trop riche, qui est la nôtre, effectivement, c'est catastrophique pour eux. En revanche, c'est vrai qu'on se rend compte que les sociétés qui ont pu garder justement ce lien à la nature et à un environnement préservé, ils n'ont pas tous ces soucis-là, bien sûr. Alors vous êtes parti, dites-vous, à la rencontre de la pensée médicale des peuples racines, et vous nous expliquez que pour cela, il faut d'abord commencer par déformater son regard, c'est-à-dire... C'est-à-dire qu'effectivement, quand on s'intéresse à la question de la santé, à leur vision de la santé, il faut oublier l'idée de tout ce que notre science, notre médecine a mis en place, c'est-à-dire les pathologies, le nom des pathologies, d'où elles viennent, quels organes elles touchent, etc. Les statistiques, parce que nous, finalement, on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, et donc on a besoin de compter, de voir dans quels sont les risques de ceci, les risques de cela. C'est pas du tout dans ces termes-là que ces sociétés-là envisagent la santé et la maladie. D'accord. Oui. D'ailleurs, la maladie et la santé c'est ensemble. La santé, c'est l'équilibre. La maladie, c'est le déséquilibre. Voilà. Et alors, comment est-ce que vous avez déformaté, vous, votre regard ? En fait, c'est assez complexe parce que je ne peux pas le déformater complètement. C'est-à-dire que mais justement, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de faire un pont entre notre vision moderne et ces visions qui sont des visions ancestrales que nous avons un petit peu oubliées. C'est comme si on avait oublié tout ce qu'il y avait derrière nous et eux l'ont encore. Donc, c'est intéressant de relier ces deux aspects-là. Il y a un moment où, comment j'ai déformaté mon regard, c'est à force d'être en relation avec des personnes qui sont des personnes qui ont vécu avec ces peuples-là et qui font des propositions aussi aujourd'hui d'apprentissage de leur savoir. Donc, au fil du temps, j'ai pu vivre un certain nombre d'expériences qui m'ont permis de me rendre compte qu'il existe d'autres façons, un autre regard sur le monde et que nous aussi, on peut le réveiller. Alors, au début des années 90, vous partez et vous avez cette première rencontre avec cette médecine que vous ne connaissiez pas. Ça fait presque 30 ans quand même. J'ai du mal à le croire quand je vous regarde. Merci Alors, beaucoup. Vous étiez très jeune, où vous êtes très bien conservé, où vous avez bien appliqué les médecines des peuples racines. Les trois. C'était le début des années 90. Oui.
Arrivé Cazaray à l'époque, mais qui incarnait la médecine naturelle en France. Absolument, mais oui, et justement un peu l'herboristerie, tout ce qui est la santé par les plantes. On peut dire ce qu'on veut sur Cazaray, mais c'est elle qui a réintroduit en tout cas cette idée et cette mode, parce qu'aujourd'hui c'est devenu une mode. Mais vous, comment est-ce qu'on vous regarde d'abord à l'époque quand vous commencez à vous intéresser à ces sujets-là ? C'est vrai qu'en tant que journaliste, moi j'avais assisté c'était un colloque scientifique, donc ethnopharmacologie. Oui, donc c'était sérieux. C'était sérieux, mais qui avait osé à l'époque faire venir des guérisseurs africains, amazoniens, et donc j'avais échangé avec ces gens-là, et c'est vrai qu'ils me racontaient des choses qui paraissaient vraiment totalement invraisemblables, c'est-à-dire qu'ils recevaient leur savoir par les rêves, ils dialoguaient avec les plantes, des choses qui nous paraissent complètement non scientifiques. Et ce qui était intéressant, c'était de voir que les scientifiques étaient capables de dialoguer avec ces gens-là et de faire quelque chose en commun, c'est-à-dire pas juste s'intéresser à ces savoirs pour essayer d'en tirer quelque chose pour nous, mais de dire, bon, tiens, voilà, quel peut être ce regard-là et comment on peut les aider, eux, à peut-être élargir leurs connaissances en allant voir dans les peuples d'à côté, etc., pour avoir une base plus large de pharmacopée disponible sur le terrain. Et puis, à l'inverse, on essayait de comprendre aussi comment ça fonctionnait, tout ça. Donc, il y avait un dialogue. C'était pas fermé, quoi. Il n'y avait pas une opposition de principe. Il y a heureusement de plus en plus de chercheurs qui sont en train de s'ouvrir aujourd'hui à ces approches-là et à ces savoirs-là. Et en quoi est-ce que votre regard change à ce moment-là ? On se pose forcément la question. Si, quand un guérisseur vous dit, moi, quand j'ai un malade... en général, la nuit, si j'ai un rêve et je sais à quel endroit je peux aller trouver la plante dont j'ai besoin pour le soigner, ça questionne quand même. Donc moi, j'ai toujours gardé au fond de moi, quelque part, cette ouverture de me dire, peut-être qu'il y a notre vision qui est de prendre un être vivant, donc une plante, et de la couper en morceaux pour essayer d'isoler un principe actif. Mais il y a aussi autre chose. Alors, il y a aussi autre chose qu'on connaît depuis très longtemps, c'est les plantes entières. Donc, vous parliez de Cazaray. Depuis toujours, nous aussi, nos grands-parents s'en servaient aussi. J'ai envie de dire que ça a toujours plus ou moins existé dans les campagnes. Il y a toujours les pharmaciens étaient herboristes, certains. Voilà, il y avait des. Oui, les herboristes étaient avant les pharmaciens étaient là aussi. Donc oui, il y avait quand même ce savoir qui existait, mais qui était tombé, on va dire, en des études, parce que finalement. Moins efficace. Moins immédiatement efficace. Et c'est ce qui se passe aussi d'ailleurs pour ces peuples-là, c'est que bien souvent, quand ils ont accès à nos médicaments, à un moment, ils se disent, bon, allez, je vais prendre le médicament, je ne vais pas prendre la plante locale parce que le médicament va agir beaucoup plus vite, en fait. Mais en réalité, ces plantes-là, non seulement elles agissent aussi, mais elles agissent sur le long terme et dans les pratiques de ces peuples-là, ils font aussi appel à une autre dimension, on va dire la dimension spirituelle de la plante. Et cette dimension-là, chez nous, on l'ignore aujourd'hui. Je pense qu'autrefois, les guérisseurs, etc., l'utilisaient aussi. Mais nous, on l'ignore, on n'utilise vraiment que le côté qu'on peut expliquer, que la science peut expliquer. Donc, il y a 30 ans, vous rencontrez les médecins d'Amazonie, les médecins d'Afrique, et vous vous dites quoi ? Qu'est-ce que vous vouliez en faire, finalement, de cette rencontre ? À l'époque, juste, ça m'ouvre un peu l'esprit, voilà. Et puis, je continue mon chemin, tout simplement. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré de nouvelles personnes comme ça, au fil du temps. Puis, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ils nous racontent un peu toujours... Il y a toujours cette ouverture-là qui m'intriguait quelque part. Alors... Je ne suis pas forcément passionnée par le surnaturel, mais en revanche, comme ça a l'air de fonctionner, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose d'intéressant dans ces approches-là. Et puis finalement, avec le temps, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose de surnaturel. C'est plus que notre vision est limitée dans la façon dont peuvent fonctionner les plantes, par exemple, dont peuvent fonctionner les rituels. Et la leur est juste un petit peu plus large, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'on fait partie d'un monde dont il y a une partie qu'on ne voit pas et que cette partie-là, on peut travailler avec. Voilà. Cette partie, on peut travailler avec pour soigner. Pour soigner, absolument. Pour soigner, ouais. Tout à fait. On est d'accord. Alors, votre livre s'appelle « Ce que les peuples racines ont à nous dire ». Il fait suite à un autre livre que vous avez consacré au sujet. Déjà qui a eu pas mal de succès. Qu'est-ce que vous vouliez dire de plus dans ce livre-là ? Le premier, c'était une rencontre avec des personnes. Là, le premier, je voulais vraiment mettre en évidence qu'il y avait des sagesses universelles chez les humains, dont on avait besoin, parce que nous, aujourd'hui, on a peut-être un peu perdu quelques-unes de ces sagesses dans nos vies quotidiennes. Et là, j'avais vraiment envie d'explorer cette idée de santé. C'est quoi la santé ?
Et finalement, ça rejoint. Je me suis rendu compte que, parce que j'étais journaliste et que je m'étais intéressée à la santé dans notre monde, et que j'avais envie de faire le pont entre ces approches-là, justement pour élargir le regard, pour dire, tiens, voilà, nous, on voit ça comme ça, notre système de santé voit ça comme ça, eux, ils ont cette vision-là, et si on réinscrit notre vision dans la leur, là, on peut commencer à travailler de façon intéressante. C'est finalement s'offrir l'opportunité de se donner tous les moyens de soigner. On dit que les peuples racines ont inventé le développement personnel. Est-ce que c'est vrai, ça ? Alors, ils n'ont pas utilisé ce mot-là, bien sûr. Mais je pense que oui, ça fait des millénaires qu'en réalité, ils prennent soin des personnes qui naissent dans leur groupe. Donc, en cela, le développement personnel, c'est presque une façon d'être au monde pour eux. Donc oui, ils ont... dès que quelqu'un arrive dans cette vie, dans leur vision, on se dit, il a une place à prendre, il a une place, donc on va tout faire pour pouvoir l'accompagner, pour qu'il puisse trouver cette place. Donc oui, c'est mieux que du développement personnel, parce qu'il est personnel et collectif. Il est très collectif, finalement, d'ailleurs. Il est très collectif, absolument. C'est-à-dire que... La philosophie de ces peuples racines, c'est que finalement, si une société va mal, si la société dans laquelle vous vivez va mal, vous ne pouvez pas aller bien. Oui. Est-ce que c'est ça que j'ai compris ? Oui, et réciproquement. C'est-à-dire qu'en fait... Si vous n'allez pas bien, votre société va pas... Voilà. Alors, si vous n'allez pas bien, ça, en règle générale, on se dit que... alors, bien sûr, on va prendre soin de vous, déjà. Si vous n'allez pas bien, on va aussi se dire, par exemple, chez les Navarros, que c'est un symptôme du fait que la société ne va pas bien. Donc, on va d'autant plus faire attention à la personne, la mettre au centre du groupe pour pouvoir l'aider à s'en sortir, parce que si elle s'en sort, c'est la société dans son ensemble qui en sort par le haut. Donc, je trouve que comme idée, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant à reconsidérer dans nos propres groupes humains modernes, où c'est vrai que quand on va pas bien, en général, on est peut-être un peu pointé du doigt, un peu mis à l'écart, alors que dans toutes ces sociétés-là, le malade, par exemple, ou la personne qui va pas bien est vraiment mise au centre du groupe à un moment. Alors, quand on parle de ces peuples racines, c'est quoi ? Des peuples d'Amazonie, des peuples de... Oui. Alors là, en l'occurrence, à travers les personnes que j'ai pu rencontrer, on est allé donc chez les Lakota dont on parlait tout à l'heure, chez les Kogi ou Kagaba de Colombie, en Amazonie chez les Quechua, les Maasai, en Mongolie également. J'avais rencontré également quelqu'un qui travaille avec les Mentawai en Indonésie. Et quelques autres encore. Bali qui a gardé quand même des racines très fortes dans sa culture, de ce lien à la terre. Donc, ils sont hindouistes, mais encore très, très en relation avec cette culture originelle, entre autres. Est-ce que ce qui fonctionne sur eux, ça peut fonctionner sur nous, finalement ? Alors, la question, je l'avais posée justement à un chaman mongol. Il m'a dit, mais l'âme humaine, elle est partout la même. Et comme ce sont des médecines qui soignent d'abord l'âme humaine, c'est valable pour tous, en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait finalement se soigner comme eux se soignent, et ça pourrait fonctionner. Alors, oui... Oui, je pense que, il y a un chemin à faire pour nous. C'est-à-dire que on va avoir tendance à se dire, tiens, je vais aller me faire soigner par un tel, et hop, je sors, tout va bien, c'est fini. On a un côté consommateur dans notre façon de se soigner. Eux, dans leur vision, s'il y a un problème, donc je suis effectivement entourée par le groupe, etc., mais j'ai moi aussi un travail à faire. Donc, c'est-à-dire que je dois faire moi aussi le travail de rééquilibrage intérieur. Donc, ce sont des médecines... C'est-à-dire que le malade est acteur de sa guérison. Absolument. Et il est engagé, il doit être engagé dans sa guérison. C'est-à-dire que dans ces processus-là, il y a le groupe, il y a bien sûr le soignant, il y a le malade, et puis il y a aussi justement... ils font appel aussi à une dimension, ce que j'appelle le plus qu'humain, c'est-à-dire... je dirais la relation au monde qui les entoure, visible et invisible. Voilà. Quel regard ils ont déjà sur la notion de santé ? Qu'est-ce qu'ils appellent être en bonne santé ? Alors donc le Wichosani dont on parlait tout à l'heure, il se traduit littéralement par un homme en équilibre à l'intérieur.
Qui veut dire santé donc en indien. Oui. Donc ça revient en Lakota. Ça revient à l'idée de l'homéostasie, c'est-à-dire que parce que je vais me sentir bien à l'intérieur, je vais être en homéostasie avec le monde qui m'entoure. Donc la santé, finalement, dans leur vision, c'est ça. C'est je suis en équilibre avec le monde. Voilà. Et donc, pour cette raison-là, je prends soin de la vie qui me traverse et je fais en sorte que cette vie qui me traverse, elle est au diapason du monde qui m'entoure. Et ça, c'est un travail, en fait, qui est permanent pour eux, donc qui se fait à travers des rituels, à travers des cérémonies. En fait, il y a des remises au diapason permanentes du groupe et des individus, de façon à ce qu'ils puissent continuer à fonctionner dans cette harmonie. Alors par exemple, quel regard porte-t-il sur la maladie ? Il y a une façon qui consiste à dire qu'il ne faut pas l'envisager, parce que si on l'envisage, on crée ce qu'on craint finalement. Ouais. Alors ça, c'est quand même très très important. J'ai peur d'attraper ça, donc c'est déjà l'attraper. Alors ça, c'est une vision très présente chez les Navajo, les Dinés d'Arizona. C'est effectivement, la peur elle-même crée, il y a un risque que la peur elle-même crée la réalité. Ce que nous on appelle les maladies psychologiques ou psychosomatiques. Oui, ou même physiques, en fait. Les gens qui disent que vous créez vos propres maladies, finalement. Oui, vous créez votre propre cancer. Oui, c'est ce qu'on appelle aussi les prophéties autoréalisatrices. Et ça rejoint cette idée-là, tout à fait. Mais c'est-à-dire qu'en réalité aussi, on a affaire à des sociétés dans lesquelles, justement, cette notion de peur, elle est finalement peu présente. Il travaille énormément parce que l'enfant est accueilli, parce que la personne est accueillie, qu'elle va traverser des rituels collectifs, etc. Elle va cultiver une confiance profonde dans la vie. Et la peur, finalement, n'est qu'un outil. Alors que peut-être que dans nos sociétés, la peur est un moyen d'éducation aujourd'hui. Là où chez eux c'est juste on a peur parce qu'il y a vraiment une bonne raison d'avoir peur et qu'il faut réagir. Donc voilà. Donc la peur est remise à sa place, mais tout le reste vient cultiver la confiance et la confiance dans la vie, la confiance dans l'autre. Aujourd'hui, la peur des maladies est très très présente en Occident. En fait, notre système de santé fonctionne de plus en plus. Il a peut-être pas conscience de ça, mais il fonctionne énormément. Dans le travail de prévention qu'on fait, c'est quand même intéressant de se dire attention, pour ne pas attraper ça, faites ceci, faites cela. Donc on est toujours sur la peur. On fait de la prévention par la peur. C'est une conception. Si on s'intéresse à la vision de la santé de ces peuples-là, c'est pas la bonne. C'est même la plus risquée. On prend un exemple. Comment est-ce que un chaman ça, c'est un exemple qu'on trouve dans votre livre, s'y prend pour arrêter une hémorragie. Ah oui, alors ça, c'est des choses très étranges. Ça va être des gestes très particuliers. Là, c'est du concret. Vous avez quelqu'un qui se coupe avec une machette, il saigne à torrent. Comment est-ce qu'on arrête une hémorragie ? Vous m'expliquez ? Non, je ne vais pas vous l'expliquer, mais c'est la personne qui le fait. C'est quelqu'un qui a passé 18 ans d'apprentissage dans des conditions très particulières. Donc là, c'était l'exemple que vous citez, c'est chez les Kogi, les Kagaba de Colombie. Donc eux, c'est leurs chamans, ils sont formés pendant 18 ans dans le noir. Et c'est assez incroyable, mais bon, voilà, ce sont des personnes qui manifestement, quand ils sortent de leur formation, n'ont pas vu le monde et pourtant ils disent qu'ils l'ont vu, ils disent qu'ils ont accédé à tout ça. Donc il semblerait qu'ils aient accédé à une part non visible du monde et que dans cette part non visible du monde, ils apprennent à faire des choses qui permettent de se mettre en relation avec cette partie-là. Et après, par des gestes tout simples, c'est juste des gestes avec la main, ils vont arrêter, cautériser une hémorragie. Et c'est intéressant, j'ai retrouvé la même pratique qui était très répandue chez les Samis en Europe du Nord. Alors, autrefois, aujourd'hui, je pense qu'on la trouve un petit peu moins. Mais ils étaient très connus pour arrêter les hémorragies parce que c'était un peuple de nomades qui vivaient loin de tout si on peut dire, qui vivaient traditionnellement en nomades avec leurs reines. Et je suppose que quand ils avaient besoin d'une médecine d'urgence, c'était bien qu'ils l'aient. Ils ont développé ces talents-là. Donc ça existe. Voilà. Ça existe. Et cette médecine, elle est complémentaire puisqu'après, dans l'exemple que vous citez, c'est l'autre médecine, la médecine que nous connaissons, qui prend le relais. Absolument. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est de se dire, il existe des savoirs comme ceux-là, donc qui peuvent enrichir. On l'a chez nous avec les coupeurs de feu aujourd'hui. Maintenant, il y en a pas mal qui commencent. Enfin, il y a des hôpitaux qui commencent à faire appel à eux. Les coupeurs de feu ont pignon sur rue, dans les hôpitaux des grands brûlés notamment. Donc, on sait que ça existe et qu'on fait appel
à eux. Bon. Ouais. On commence à en parler. En tout cas, le milieu médical traditionnel les utilise et l'assume. À partir du moment où le travail d'un médecin, c'est de soigner la personne qui vient le voir, je pense que toutes les techniques, toutes les approches sont intéressantes. Donc, il y a effectivement une part de la médecine, les gens qui sont sur le terrain, qui vont être, pour des raisons très pragmatiques, intéressés par ces approches-là. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce côté pragmatique-là qu'il faut essayer de remettre en place. Aussi parce que, à travers ces façons on va dire, de soigner, on peut aussi permettre aux personnes de retrouver des équilibres autres. Voilà. Et là, je trouve que ça peut être aussi intéressant. Il y a des cas de rémission de maladies qui sont graves dans votre livre. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens... Ça pose des questions parce qu'aujourd'hui, il y a une forme de tourisme médical et il y a des gens qui sont désespérés, qui sont à peu près à n'importe quoi pour se soigner. Est-ce que votre livre, c'est une invitation finalement à aller se faire soigner chez ces peuples racines quand on a tout essayé ou quand on veut se soigner différemment, et parce qu'aujourd'hui il y a ce doute et cette défiance vis-à-vis de la médecine traditionnelle. Alors, quand je dis traditionnelle, c'est occidental. Oui. D'abord, j'espère que ça n'est pas une invitation à aller se faire soigner auprès d'eux. Mais c'est une invitation au voyage quand même que vous proposez. C'est une invitation à se dire qu'il existe d'autres voies et d'autres médecines. Et de plus en plus, chez nous, il y a ces approches-là qui sont proposées. Qu'on voit se développer un petit peu partout. Qu'on voit se développer avec plus ou moins de sérieux, vous voyez. Oui, absolument. Donc, c'est ce que j'ai essayé. Alors, c'est complexe, mais c'est intéressant, c'est passionnant, mais attention. Oui, vigilance. Vigilance, attention, bien travailler son discernement. C'est pour ça que j'ai essayé d'expliquer comment dans ces cultures traditionnelles fonctionnent ces médecines aussi, pour que permettre peut-être de donner des pistes de réflexion quand nous ici on les rencontre. C'est-à-dire, il y a quand même des choses qui sont importantes. C'est déjà se rendre compte que la personne qui vient nous soigner nous laisse plus autonomes après qu'avant qu'on l'ait rencontré. Ça, c'est carrément essentiel. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir s'en passer. Voilà. C'est un peu comme les psys, mais ça, c'est quelque chose d'essentiel. C'est pas des gourous, en fait. Non, c'est pas des gourous. Et puis, on doit pouvoir aussi se passer de ces approches. C'est-à-dire qu'il faut aussi que ce soit très pragmatique, qu'il y ait des effets dans la vie de tous les jours. Et puis alors après, il y a aussi les personnes auxquelles on s'adresse. C'est intéressant de connaître leur parcours. Finalement, le seul moyen de savoir à qui on s'adresse et si c'est quelqu'un dans lequel on peut placer sa confiance, c'est d'essayer de savoir. Dans ces sociétés-là, il y a des lignages, ça se transmet soit par père en fils, mère en fille, etc., soit de façon un peu plus indirecte, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui toujours a enseigné. Donc, si on fait référence à celui qui nous a enseigné, on peut remonter un peu d'où viennent ces savoirs. Donc ça fait partie des petits outils qu'on a, mais c'est vrai que notre société... Il y a une traçabilité, mais alors ce que vous appelez les hommes ou les femmes médecine, mais est-ce qu'on sait d'où ils tirent leur pouvoir finalement ? D'où ils tirent leur pouvoir ? Leur pouvoir et leur connaissance médicale. Est-ce qu'on sait ? Alors, en général, il y a toujours cette notion de quelqu'un les a enseignés, et je dirais que c'est presque un peu le diplôme, c'est de dire à un moment, voilà, mon héritage, le voici, c'est un tel. Donc là, on peut remonter effectivement les lignées. Et puis après, c'est tout un travail aussi qui se fait dans l'invisible. Donc, il y a cette notion de l'apprentissage par les plantes, par l'esprit des plantes, par des dimensions qui sont des dimensions invisibles. Et là, effectivement, c'est pour ça que c'est complexe aussi de s'y retrouver. Dans ces sociétés-là, il y a quelque chose qui est très important pour reconnaître un bon d'un mauvais, c'est ce qu'on appelle le contrôle social, c'est-à-dire le bouche à oreille chez nous. Ce qui paraît évident. Aujourd'hui, ici, c'est Internet. Oui, ça peut effectivement, sachant que c'est un petit peu plus noyé, voilà. Donc c'est plus complexe chez nous, c'est beaucoup plus complexe, et je pense qu'il y a des formes nouvelles à chercher, à trouver, mais pour pouvoir les chercher, les trouver, il faudrait déjà qu'on se dise, ok, ça existe. Or pour l'instant, c'est pas vraiment reconnu. Voilà. Mais ça existe, sous le manteau, comme on dit. Oui, plus ou moins. Sous le manteau. Tout le monde a plus ou moins l'adresse de... Oui,
absolument. Oui, mais bon, c'est comme ça que se sont transmis aussi les adresses des rebouteux, des guérisseurs dans nos campagnes. Et ça, par exemple, ce sont des savoirs vivants qui rejoignent entièrement les approches de ces peuples-là. Vous parliez tout à l'heure du monde de l'invisible. Comment on y pénètre dans ce monde de l'invisible? Il y a des portes? Oui. Alors, j'ai essayé de déterminer un peu quelles sont les approches qui peuvent permettre de rentrer. Alors, on parle beaucoup des états modifiés de conscience chez nous. Moi, j'aime bien l'idée d'état de conscience élargi parce que c'est justement plus large et que ça recoupe. Et encore, quand je dis état de conscience élargi, je me dis, en fait, c'est peut-être nous, les modernes, qui sommes en état de conscience rétréci dans nos vies quotidiennes. Parce que chez ces peuples-là, quand on vit dans la nature, il y a une relation au monde naturel qui fait qui est une relation ouverte, qui fait qu'on a accès à tout un tas d'informations qu'on va probablement pas avoir si on va dans le métro aux heures de pointe parce qu'on a tendance à se refermer sur soi-même. Donc ces états-là, finalement, on peut y accéder par différentes portes. Et je dirais la plus simple, c'est la porte sensorielle, en fait. C'est l'ouverture des sens. Voilà. C'est un travail sur les sens. Parce que justement, notamment dans un espace de nature, on ne va pas se refermer. On peut commencer à réouvrir l'odorat, la vue, bien sûr, mais c'est intéressant aussi parfois de la limiter, justement pour essayer de retrouver la perception par le toucher, etc. Et puis petit à petit, en travaillant ça, d'autres formes de sensations. Ça, c'est une porte, la porte des sens, qui est quelque chose d'essentiel et qui n'a pas besoin, qui est travaillé, bien sûr, par les chamans. Mais peut-être dans les membres de ces sociétés-là, il n'a pas forcément besoin d'être travaillé puisque la relation, elle est là. Voilà. Et c'est une qualité de relation au monde. Voilà. Et c'est donc un espace où on peut restaurer quelque chose de l'équilibre ou de l'harmonie dans notre relation au monde. Voilà. Il y a la porte de l'imaginaire et la porte de la pensée également, voilà. puisque vous distinguez 3 portes absolument. pour accéder à ce monde de l'invisible. Alors la pensée, pour le faire rapidement, c'est-à-dire que nous, on a tendance à considérer la pensée comme quelque chose d'intellectuel. Eux, ça va être plutôt comme une sorte d'espace à jardiner dans lequel il faut essayer justement de cultiver ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui va dans le sens de l'harmonie, ce qui va dans le sens de l'équilibre. Donc il y a tout un travail qui est fait sur les émotions pour ne pas que les émotions viennent perturber cette pensée. Et puis l'apport de l'imaginaire. Alors ça, évidemment, dans ce dont je parlais tout à l'heure, les états de conscience élargis, c'est une porte essentielle. Forme d'hypnose, en fait. Oui, c'est une des voies, l'hypnose. Il y en a d'autres. Ouais. Il y a beaucoup de voies qui permettent la poésie. La poésie permet d'accéder au monde imaginaire. L'art permet d'accéder à l'imaginaire. Et ce sont des espaces de guérison. Vous parlez parmi les outils de guérison, les histoires, par exemple. Ouais. Le pouvoir de guérison des histoires. Mais alors, quel est le pouvoir de guérison de ces histoires et quelles sont les histoires qui soignent et comment est-ce qu'elles agissent? Est-ce qu'on sait ça? Mais en tout cas, chez tous ces peuples-là, il y a des histoires qui se transmettent depuis la nuit des temps. Et puis on retrouve ça dans toutes les cultures, en vérité. Les mythes, les contes, ce sont ce sont des histoires qui permettent justement à la pensée de se remettre au diapason de quelque chose qui serait une sagesse originelle ou quelque chose comme ça. Et donc à partir du moment où on peut recontacter ces espaces-là, on se remet en lien, pas forcément d'une façon réfléchie, intellectuelle, consciente, mais plutôt justement on va goûter une histoire, on va se laisser embarquer dans quelque chose, et en sortant de là, on va se dire il y a quelque chose à l'intérieur qui s'est remis en place, en fait. Donc il y a ce pouvoir de guérison des histoires. D'accord, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des histoires qui sont adaptées à certaines souffrances, pathologies, même si c'est un mot qu'ils n'utilisent pas, le mot pathologie, mais est-ce qu'il y a une histoire par type de déséquilibre? Ouais, alors par exemple, alors c'est pas les histoires, mais je sais que chez les Navarros, par exemple, il y a des chants pour tel type de pathologie. Il y a des alors ils appellent ça des voix. Il y a des chants et des prières et des choses qui sont très précises pour tel type de pathologie, telle voix, tel type de chant, tel type de prière. Donc c'est très très précis. Pour ce qui est
des histoires, en fait, ça va être effectivement, les hommes médecine vont avoir un certain nombre d'histoires qui ont été transmises comme ça depuis longtemps, et selon la personne et le cas qu'ils vont avoir en face d'eux, tiens, telle histoire, elle raconte bien quelque chose qui pourrait être un peu la métaphore de ce que la personne traverse, et du coup, ils vont pouvoir explorer ensemble des histoires comme ça, et puis à un moment, la personne va s'approprier quelque chose de cette histoire et pouvoir le mettre en action dans sa propre guérison. Ouais. Alors, j'étais très intéressée par la diète des plantes qu'on utilise en Amazonie. Qu'est-ce qu'on utilise comme plante et comment est-ce qu'elle fonctionne, cette diète ? Alors, donc, en Amazonie, il y a des plantes spécifiques pour... Alors, quand je parle des diètes de plantes, je ne parle pas des plantes psychotropes. Même si en Amazonie, elles sont utilisées... On peut les utiliser à des fins médicales. Oui, absolument. Alors, il y a des études scientifiques qui sont faites, d'ailleurs, actuellement, sur ces différentes plantes psychotropes. Moi, j'ai choisi de ne pas trop en parler parce que ce n'est pas légal en France et que je n'ai pas le souhait d'inciter les gens à les consommer, d'autant plus qu'il y a déjà là-bas, on va dire, un business qui s'est développé autour de ça, et que c'est important et que c'est aussi important de ne pas y aller en espérant, avec trop de légèreté et d'espérance, voilà. En tout cas sur ce mode consommateur dont je parlais tout à l'heure, parce qu'il y a aussi des cas de gens qui n'en reviennent pas bien du tout. Donc il faut être très précautionneux par rapport à ça. À côté de ça, donc en Amazonie, il y a tout ce qu'on appelle les plantes enseignantes. Donc un certain nombre de plantes de leur pharmacopée là-bas, qui vont permettre de renforcer les personnes, de soigner certaines maladies. Donc là, on va se mettre en isolation pendant un certain temps. On va consommer ces plantes dans un cadre rituel qui a été ouvert par un soignant, un guérisseur. Donc selon la personne, selon le type d'énergie qu'il va avoir besoin de nettoyer, on va lui donner une plante ou une autre qui va travailler sur les équilibres intérieurs. Donc ça peut être l'équilibre masculin, féminin, essentiellement. C'est souvent beaucoup sur ces aspects-là qu'on travaille. Et qui vont avoir une action physiologique très certainement, mais aussi une action alors psychologique et spirituelle. Ouais. Ça ressemble aux jeunes thérapeutiques qu'on peut voir dans certaines retraites. Ça peut rejoindre ça, avec en plus la dimension justement de l'action spirituelle de la plante, ce dont je parlais tout à l'heure, je pense, quand le guérisseur disait que dans les rêves, les plantes venaient lui parler, lui disaient tiens, il vient me chercher à tel endroit pour soigner un tel, je caricature, mais c'est quelque chose comme ça. C'est la dimension spirituelle de la plante qui venait parler. Alors moi, pour pouvoir parler de ça, j'ai expérimenté quelque chose, et moi j'ai expérimenté ici en France avec quelqu'un qui a travaillé là-bas en Amazonie, ces diètes de plantes, et j'ai diété par exemple le sapin. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est un travail, pour moi, une semaine à prendre le sapin. Alors ça se passe comment techniquement ? On est en isolation, c'est-à-dire que l'idée c'est de ne pas être... C'est une retraite. C'est une retraite. Il ne faut pas être en relation avec les énergies de plein de personnes parce que ça peut venir troubler, parce qu'on ouvre énergétiquement son corps énergétique. Donc voilà. Donc on est juste en relation avec la personne qui nous encadre et qui nous accompagne. Et on prend... donc il y a un rituel d'ouverture, un rituel de fermeture, bien sûr, très important. Et on prend cette plante au quotidien tout le temps. Alors moi c'était en diète, je n'ai pas jeûné parce que je n'ai pas le courage de jeûner. Donc voilà, c'est juste... une diète de riz en l'occurrence, et cette plante. Et en fait, j'ai eu des rêves absolument incroyables. C'est sous forme d'une décoction. D'accord. Ouais. Et voilà, j'ai eu des rêves absolument hallucinants qui m'ont raconté des tas de choses. J'ai eu des sortes pas le terme révélation, mais de compréhension de tout un tas de relations qui pouvaient être déséquilibrées, que j'ai vécues parce que c'était comme ça, et que là, soudain, en prenant conscience du fait que ça et ça, c'était pas équilibré, quelque chose s'est mis à changer à l'intérieur de moi. Ça m'a, alors je dirais, redressée. Voilà. Et c'est vrai qu'à la sortie de ça, je me suis dit, je pense que là, comparé à la psychologie, c'est allé beaucoup plus vite. Voilà. C'est allé beaucoup plus vite, et c'est juste scotchant de se dire qu'un arbre, une plante peut avoir cet effet-là sur notre psychisme. C'est-à-dire qu'on croit que notre pensée nous appartient, que c'est que nous, etc. Mais en fait, il peut y avoir une interaction avec ces plantes à partir du moment où
on a une relation spirituelle, donc, parce que ça crée une relation spirituelle, et il y a quelque chose qui se passe dans notre évolution. C'est, pour moi, après, je me dis, j'ai enlevé tout un tas de choses qui n'étaient pas de moi, et plus ça va, plus ça me permet d'aller vers moi-même. Voilà. Quel regard ces peuples racines ont-ils de la mort ? Est-ce que pour eux, c'est un échec de leur médecine ? Non, la mort fait partie de la vie. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Oui. Quand je vous le dis comme ça, c'est une évidence. Finalement, là, les deux choses dont on est certain, c'est qu'on vit, c'est qu'on est et qu'on meurt. Mais peut-être que nous, on l'a un petit peu oublié. Alors que pour eux, c'est prévu dans les plans, en fait. C'est pas un échec de de leurs outils de guérison, finalement. Non, puisque ce sont des médecines de l'âme. Donc, quoi qu'il arrive, on soigne l'âme. Et même s'il est temps que le corps parte, l'âme, elle, sera soignée. Donc, il n'y a pas cette vision de l'échec. Pour eux, la vie, d'ailleurs, n'est qu'un passage. C'est un passage dans la réalité dans laquelle nous sommes. Mais pour certains, même le vrai monde, pour les Navarros, les Dinés, le vrai monde est de l'autre côté. Donc, voilà. C'est une vision différente, mais qui permet... En tout cas, c'est pas un échec de la médecine. C'est pas un échec de la médecine, et c'est aussi une vision qui permet d'aborder les choses avec beaucoup plus de tranquillité, d'une certaine façon, de se dire, après tout, la mort, elle sera là quand elle sera là. Et ça permet aussi, justement, peut-être d'apaiser les peurs dont je parlais au départ, qui sont quand même une des principales sources de nos propres blocages physiques, psychologiques, énergétiques. Alors, avec du recul, qu'est-ce que ces peuples racines peuvent apporter aux nations avancées que nous sommes aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez compris de ce qu'ils nous apportent ? Moi, je dirais qu'ils ont une vision qu'on a oubliée. Ils ont une vision de la vie et de la place de l'humain dans cette vie et de son rôle dans la toile du vivant, dans la grande toile du vivant. Et ça, c'est quelque chose que nos sociétés modernes, en voulant s'affranchir justement de notre appartenance à la nature, ont complètement oublié. Donc, ils ont vraiment ça à nous apporter, c'est-à-dire qu'ils ont la vision globale de quelle est cette place de l'humain et de comment il peut jouer ce rôle de gardien de l'équilibre, de retrouver ce rôle de gardien de l'équilibre. Et ils savent le faire il y a des savoirs qui permettent aux individus de préserver cet équilibre, mais il y a aussi des savoirs qui permettent aux groupes et aux sociétés de préserver ces équilibres et surtout de rentrer dans une relation harmonieuse avec la nature. Donc tout ça, on a un très fort besoin aujourd'hui de le réveiller. Mais ce discours, on commence à l'entendre aujourd'hui, puisque la société de consommation est en train de produire ce contre-discours, au contraire. Absolument, absolument. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a là des experts qui n'ont jamais coupé cette relation-là depuis des millénaires. Donc c'est peut-être intéressant. Oui, c'est pas un business, c'est pas une mode pour eux, c'est du continu, quoi. C'est la transmission. C'est juste la fonction essentielle et primordiale de l'humain. Si les humains sont là, c'est parce qu'ils ont ce rôle-là à tenir. Donc c'est intéressant de se dire, tiens, on tient là des gens qui savent pourquoi on est là et qui savent comment on peut retrouver les voies de relations harmonieuses avec ce vivant-là qui nous traverse aussi. Mais le but de votre livre, c'est pas de dire nous avons tort et eux ils ont raison. Attention. Non, c'est de dire ils ont des savoirs que nous on a complètement oubliés, donc il est urgent. D'ailleurs je dis pas ça parce que eux font appel aussi à notre médecine de plus en plus. Il y a plein d'endroits où ils ont besoin aussi de notre médecine parce que vu qu'on est rentré en relation, c'est complémentaire, c'est ça qu'il faut expliquer. C'est carrément complémentaire. Mais en revanche, c'est vrai que notre vision, peut-être par exemple de la santé, elle touche aujourd'hui à quelques limites et c'est intéressant de voir que des gens qui depuis des millénaires ont une autre vision apportent des réponses. Les quelques personnes qui sont à cheval entre le monde médical, qui sont dans mon bouquin, entre le monde médical et ces approches-là, disent mais oui, rien qu'aller observer la façon dont ils travaillent et dialoguer avec eux, ça permet de complètement changer leur façon de travailler. Donc il y a quelque chose d'intéressant. Avec l'antibiorésistance notamment et toutes les limites auxquelles sont confrontés. Il y a quelques effectivement allopathiques. Frédérica Van Lingen, je rappelle le titre de votre livre, Ce que les peuples racines ont à nous dire, sous-titré De la santé des hommes et de la santé du monde aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci d'avoir partagé ce savoir avec nous ce matin. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.